Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette édition du journal télévisé des droits humains. Au sommaire de cette édition, François Beya est transféré à la prison centrale de Makala après plus de 50 jours passés dans les locaux de l'ANER. André Claudel Lubaya dénonce une procédure illégale. Bientôt, un tribunal de grande instance sera construit dans la ville de Kasumbalesa. L'assurance a été faite par Rose Mutombo au gouverneur du Haut-Katanga. Les détails, c'est tout de suite. Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien, suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'icône de notification pour ne rater aucune de nos publications. Une fois de plus, bienvenue. C'est de la soirée du lundi 4 avril que l'ex-conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, François Beya, a été transféré à la prison centrale de Makala. Ce, après avoir passé plus de 40 jours dans les installations de l'Agence nationale des renseignements. Des précisions dans cet élément. L'ex-conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Beya, a été transféré hier lundi dans la soirée à la prison centrale de Makala. C'est après plus de 50 jours de détention dans une cellule de l'Agence nationale des renseignements. Selon plusieurs sources, l'affaire François Beya est devant l'auditorat général des FARDC pour instruction. Elle sera bientôt fixée devant la justice militaire qui aura à juger l'ancien conseiller spécial de Félix Tshisekedi en matière de sécurité. Réagissant sur cette arrestation, le député national et président de l'IDEA originel, André Claudel Lubaya, dit constater des irrégularités dans l'évolution de ces dossiers. Pour lui, l'on assiste à la violation de la Constitution et de tous les principes qui régissent un état de droit. François Beya, dit-il, a été détenu plusieurs semaines de manière illégale à l'ANER, lieu qu'il considère de la zone de non-droit. Cet homme politique dit s'étonner de voir être transféré François Beya à la prison centrale de Makala, alors qu'il n'y a pas un dossier à bonne et due forme, mais aussi le détenu n'a jamais été placé sous mandat d'arrêt. Puisqu'il n'est jamais tard pour mieux faire, André Claudel Lubaya pense qu'il est possible de mettre fin à ce qu'il qualifie l'abus de pouvoir d'État en rendant purement et simplement à François Beya sa liberté. Pour rappel, François Beya a été arrêté le 5 février 2022 pour présumer atteinte à la sûreté de l'État. Bientôt, la ville de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga sera dotée d'un tribunal de grande instance. C'est ce qui ressort de l'audience que Rose Mutombo, ministre d'État, ministre de la Justice, a accordé le lundi à Jacques Yaboula. Le gouverneur du Haut-Katanga est sorti très satisfait de l'audience que lui a donnée Rose Mutombo. L'option a été levée lors du Conseil provincial de sécurité du Haut-Katanga le samedi 2 avril dernier. À l'issue de ce conseil, il a été décidé, pour améliorer la qualité de la justice au niveau de Kasumbalesa, qu'un décret devrait être pris d'abord par le Premier ministre, érigeant le tribunal des grandes instances de Kasumbalesa. Cette ville compte actuellement plus ou moins 600 000 habitants, mais elle continue à dépendre totalement de la ville de Kipushi, qui est à 120 km. Kasumbalesa actuellement a plus ou moins 600 000 habitants, mais ils dépendent totalement de Kipushi. Kipushi, c'est à plus ou moins 120 km. C'est comme ça que nous sommes venus voir Madame la ministre de la Justice pour que Kasumbalesa soit érigé en tribunal de grande instance. Rose Mutombo, pour sa part, montré favorable et a promis de porter ce projet au Conseil des ministres. Suite à cette assurance, Jacques Yaboula a rassuré de disposer d'une infrastructure consistante pour la matérialisation de ce projet. Ce qui a été noté et elle est satisfaite que ça soit porté par le Conseil provincial de sécurité et elle va soumettre la question au gouvernement central pour que l'arrêté soit pris. Mais dans l'entretemps, nous allons nous mettre pour réunir les infrastructures requises pour avoir un tribunal de grande instance. Madame la ministre, elle est tout à fait disposée pour porter ces projets au niveau du gouvernement central. Évidemment, après consultation
avec les instances qui sont concernées. Et donc, elle nous promet d'ici peu de nous revenir avec une suite. Mais sinon, en ce qui nous concerne, nous devons déjà commencer à nous préparer pour avoir déjà des infrastructures, pour apprêter des infrastructures, de sorte qu'on ait un tribunal de grande instance au niveau de Kasumbalès. Les deux personnalités ont également évoqué la disponibilité des magistrats qui seront appelés à travailler dans cette juridiction. Effectivement, il y a ces problèmes, mais j'essaie aussi qu'il y ait un recrutement des magistrats d'ici peu, et donc c'est un problème qui sera résolu. Mais il y a quand même des magistrats qui existent même à Lubumbashi, et donc il y a quand même des magistrats qui peuvent assumer déjà le fonctionnement d'un tribunal de grande instance. Le gouverneur du Haut-Katanga a profité de cette occasion pour passer en revue avec la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, l'état des bâtiments des prisons de la province du Haut-Katanga. Il s'agit principalement de la prison de Kassapa, la prison de Buluo, ainsi que les autres prisons de la province. Le constat est que toutes les prisons sont devenues vétustes puisqu'elles ont été construites depuis l'époque coloniale. 7 des 8 maisons carcérales de la province du Congo central sont dans un état de délabrement très avancé. Les détenus mal nourris, c'est le tableau qu'a présenté le ministre provincial du Congo central en charge de la justice, Rose Mutombo, le ministre de la Justice et garde des Sceaux. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a une séance de travail le 4 avril 2022 avec le ministre provincial de la Justice du Congo central. Patrick Yala est venu exposer les problèmes de la situation carcérale des prisonniers, de la ration, du désengorgement des prisons et de la situation administrative des agents et cadres du ministère provincial de la Justice de la province. Patrick Yala dit avoir hérité une situation chaotique. Il y a eu des détenus qui ont passé plusieurs semaines ou mois sans être présentés devant leur juge naturel. La ministre d'État, ministre de la Justice, a présenté au ministre provincial de la Justice du Congo central la répartition des fonds alloués à chaque prison. Elle a eu à décanter la situation, mais les problèmes se posent au niveau de l'administration de la justice de la province du Congo central. Les 8 prisons de la province, à l'exception du centre de détention de Luzumu, se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Elles ont toutes été construites à l'époque coloniale. La prison centrale de Boma a été construite en 1905, la prison territoriale de Luozi en 1905, la prison centrale de Matadi en 1934. Tous les bâtiments de ces prisons ont vieilli, entraînant une série de problèmes. La prison centrale de Boma n'a plus de clôture de séparation entre les détenus hommes et femmes. Cela a créé une promiscuité dans la cour de l'enceinte de la prison. C'est ce qu'a déclaré le directeur du cabinet ministre provincial de la Justice, Franck Passindombassi. Pour lui, il y a un risque élevé de viol, de telle sorte qu'une femme détenue se trouverait grosse. Nous ne sommes plus dans les normes. Le nombre de détenus est supérieur par rapport à la capacité d'accueil. La prison centrale de Matadi a une capacité d'accueil de 150 détenus, mais actuellement, la prison compte 560 pensionnaires. Quant à la prison centrale de Boma, elle a une capacité de 150 détenus, mais ils sont à ce jour environ de 200. Une situation plus ou moins générale, à l'exception de la prison de Luozi, qui n'a pas assez de détenus. La prise en charge alimentaire et soins médicaux est notre casse-tête pour toutes les prisons de la province du Congo central. Dans certaines prisons, les détenus sont nourris 2 fois la semaine. Et pourtant, la loi dit que les prisonniers ont droit à 3 repas par jour. C'est aussi pour cela que le ministre provincial est venu faire un plaidoyer auprès de Rose Mutombo. Bien que son prélèvement a été suspendu, le RAM a causé plusieurs dommages dans le chef des utilisateurs des appareils cellulaires qu'il faudra réparer. Voilà ce qui justifie le dépôt le 4 avril 2022 au bureau de l'Assemblée nationale d'une question orale avec débat de la députée nationale Geneviève Inagossi adressée au ministre de PTNTIC, Kiba Samaliba. Les détails dans cet élément. La députée nationale Geneviève Inagossi a déposé une question orale avec débat adressée au ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et Communication au sujet du remboursement des prélèvements RAM. À travers cette question orale avec débat adressée au ministre Kiba Samaliba, la députée du Front commun pour le Congo pense que l'arrêt du prélèvement de la taxe RAM consécutif au registre des appareils mobiles ne doit pas s'arrêter à sa suspension. Pour Geneviève Inagossi, les Congolais ont été victimes d'une escroquerie qui ne dit pas son nom. Le prélèvement RAM, bien que suspendu, a causé plusieurs dommages dans les chefs des utilisateurs des appareils cellulaires qu'il faudra réparer, a souligné la députée nationale Geneviève Inagossi.
C'est depuis le 31 mars que Héraclès Chibola, juge au TGI Gombe, est poursuivi en procédure de flagrance pour usurpation de fonctions publiques et escroquerie. La Cour d'appel de Kinshasa Gombe, qui connaît cette affaire, avait ordonné sa surséance après une requête en inconstitutionnalité soulevée par les avocats du prévenu. Suivez. Et une affaire qui en principe touche l'éducation. C'est une affaire qui relève du civisme, en croire le ministère public, qui poursuit en procédure de flagrance en vertu de l'ordonnance loi numéro 68/001 relative à la répression des infractions flagrantes devant la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, Héraclès Chibola Mulumba, magistrat du siège au tribunal des grandes instances de Kinshasa Gombe, ainsi que ses 3 co-accusés, dont Sam Bakasende, pour usurpation des fonctions publiques et escroquerie. Selon l'organe poursuivant, Chibangu Mukuna Kalambaye, président du conseil d'administration de la Régie des eaux, dans ses ambitions, a émis le vœu de déposer sa candidature au poste de gouverneur de la province du Kasaï central. C'est à cette occasion que le prévenu Chibola Mulumba Héraclès se présentera auprès de ce dernier comme étant conseiller du chef de l'État en matière de sécurité pour l'aider à réaliser son rêve. L'organe de la loi fait savoir à la Cour que le prévenu Chibola Mulumba était accompagné de Sam Bakasende, coordonnateur délégué national de la coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption, Cocoluco, deuxième prévenu dans cette affaire qui, lui, dans le besoin de la cause, sera présenté comme coordonnateur des services du conseil spécial, ont promis de soutenir la candidature au gouvernorat du PCA de la Régie des eaux, Chibangu Mukuna Kalambaye, partie civile dans la présente cause. C'est dans cette circonstance et après avoir été convaincu que la partie civile avait remis la somme de $10 000 américains pour la concrétisation de ses promesses, alors que les qualités inventées par les prévenus n'étaient pas une. Dans le souci des anges, l'un d'eux, en la personne de Chibola Mulumba Héraclès, se présentera comme conseiller spécial du chef d'État en matière de sécurité, donc personne assez influente, pour faire réaliser le rêve de la victime. Mais à ses côtés, il s'est fait accompagner d'un autre qui lui s'identifie comme coordonnateur de service du conseil spécial. Voilà que le cabinet du chef de l'État au plus haut sommet, spécialement le bureau du conseil spécial du chef de l'État, représenté par le conseiller spécial de l'État lui-même, représenté par les collaborateurs de ce service, c'est pas vrai, vont convaincre la victime de le soutenir pour que son rêve de devenir gouverneur se réalise. Et promettant leur service, ils vont percevoir le fonds. Nous avons cité $10 000 dans un. Ils perçoivent $10 000 et ils ne sont pas satisfaits. Ils se le partagent à deux. L'un d'eux perçoit 5 000, c'est Chibola Mulumba Héraclès, et l'autre, Bakasende, perçoit 5 000. Comme dans un partage où les deux ont fait partie, un peu à l'image de la fable de la fontaine dans ce partage, le peuple Bali va gagner et Chibola Mulumba n'ont rien. Et pourtant, ils sont arrivés dans le conseil. Mais, comme c'était un appétit glouton qui les poussait à s'engager dans cette entreprise que l'île crielle, il n'y a jamais eu un 102. $10 000 était finalement peu. Le besoin d'adresser encore les a poussés à organiser une deuxième rencontre. Et c'est lors de cette deuxième rencontre, un rendez-vous sera fixé à l'hôtel de Ghana, c'est à Gombe, où les 4 prévenus vont se retrouver. M. Manibaba, Niengo Jacob et Chibangu Mulumba seront piquants. Il ne sera en face de la victime que le 2 millions.
qui sont Tibolo Classe et Bakassé Sam. Ceux-ci vont encore exiger de l'argent. Il a aussi des questions, il n'a jamais eu un sample de 10 000 $. Mais j'aurais ça où 10 000 $. Non, c'est mandataire. Il a alors il dit bon, j'en ai pas. Puisque je ne me problème pas avec l'argent, c'est pas facile, il faut aller chez moi. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que lorsqu'ils perçoivent, l'homme ne les aide pas. Il partage sa préoccupation. Il partage les paysans qu'il a avec d'autres. C'est alors qu'il demande. Mais ces gens-là ne sont pas, respectivement, conseiller spécial du chef d'État de la sécurité, ni l'autre, coordonnateur de ces services. Ah bon. Mais c'est comme ça qu'il vient. La Cour a passé à l'identification des prévenus. Je suis acteur de la justice. La Cour appelle le cas Bati Banga Niembo Jacob pour son identification. Bati Banga Niembo Jacob. Bon. Divorcé. Le 15 novembre 1981. Après cette procédure, les avocats des prévenus soulèvent une exception d'inconstitutionnalité. La défense fait savoir à la Cour que l'article 1 de l'ordonnance loi du 1978 portant répression des infractions flagrantes, acte qui a permis à l'organe de la loi de saisir la Cour, viole l'article 19 de la Constitution. Outre cela, les conseils des prévenus soutiennent que l'article 6 de cette ordonnance loi a violé également les principes de l'indépendance du pouvoir judiciaire consacrés dans l'article 149 de la Constitution du 18 février 2006. Selon Maître Landré Pongo Wonia, l'un des avocats conseils des prévenus, ses clients ont été arrêtés et conduits immédiatement devant les juges en procédure de flagrance sans avoir consulté leurs avocats pour organiser leur défense, une procédure qui viole l'article 19 de la Constitution. Cet avocat a ainsi soulevé l'exception d'inconstitutionnalité prévue à l'article 162 alinéa 3 de la Constitution qui exige au juge de surseoir à statuer et de transmettre le dossier à la Cour constitutionnelle. Devant vous, leurs clients sont déférés sur pied de l'ordonnance portant répression des infractions flagrantes. En son article 1er, dispose clairement que toute personne arrêtée sur la voie publique, etc., est déférée immédiatement et jugée. Et c'est cela, ce qui a été décidé sous l'impulsion du président fondateur. Mais en 2006, le premier président du Sénat de la Constitution, tous citoyens congolais, alors majeurs, a voté une constitution. Et toujours à l'article 1er de la Constitution, il est institué un état de droit en République démocratique du Congo. Cette république, c'est l'état de droit. Contrairement à l'époque du Zaïre, où cette ordonnance a été prise. Mais l'article 19 de cette constitution, en son alinéa 3, nous révèle au-delà de tout doute juridiquement raisonnable que toute personne arrêtée, on dit bien toute personne arrêtée, ça veut dire même les juges Chibola déférés devant vous sur pied du procédure de flagrance, doit être jugé
dans un délai raisonnable. Cet article premier de cette ordonnance, sur base de laquelle mon client et d'autres clients sont déférés devant vous, oblige de franchir, d'entamer les droits de la défense, d'où l'exception d'inconstitutionnalité que nous soulevons en sa première branche. Deuxième branche, l'exception des constitutions. Les prescrits de l'article 6 de la même ordonnance loi dispose clairement ce qui suit, dit en filigrane que lorsque le juge est saisi et que dans l'appréciation des faits, ils seront à l'évidence qu'il existe encore des éléments à compléter, il remet les dossiers au ministère public qui va continuer l'instruction avant de les ramener devant le juge. Et pourtant, le ministère public, le parquet, je veux dire, ne fait plus partie du pouvoir judiciaire depuis la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011. Ça veut dire simplement que les prescrits de l'article 6 de cette ordonnance loi qui vous permet de poursuivre mon client naviguent en contre-courant des prescrits de l'article 149 qui pose le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Un moyen considéré par la partie civile Jean-Claude Boukassa par ses conseils comme une fuite en avance. Le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État sollicite donc de la Cour son rejet pur et simple. Les avocats de la victime se fondent sur un arrêt de principe selon lequel on ne pourrait devant une juridiction soulever une question d'inconstitutionnalité sans produire la requête saisissant la Cour constitutionnelle. C'est une fuite en avant que le prévenu veut faire afin de pouvoir soit retarder la procédure ou éventuellement aussi de pouvoir se soustraire à cette procédure. L'arrêt de principe en question, dont nous vous donnerons les références, prévoit que la juridiction devant laquelle on soutient cette question de constitutionnalité, elle a quand même un minimum de pouvoir pour apprécier de la validité de cette question d'inconstitutionnalité qui est soulevée, de telle sorte que si elle trouve que la requête qui a été présentée, notamment dans les cas d'espèce par le prévenu, ne se justifie pas, la Cour, dans les cas d'espèce, votre auguste Cour, nous voulons bien dire, elle a le pouvoir de joindre cette exception, au fond, pour permettre à ce que l'instruction du dossier ait lieu, surtout que nous sommes en matière de flagrance, de telle sorte qu'on arrive à statuer sur ça et au moment opportun, la Cour appréciera du fondement ou du bien fondé de la question d'inconstitutionnalité qui a été soulevée. L'organe de la loi, quant à lui, rejoint la partie civile et parle d'une préoccupation de la part de la défense et non une exception. Pour le ministère public, la Cour constitutionnelle n'est pas saisie. La Cour d'appel devra donc poursuivre son instruction. Les plaideurs savent que ce n'est pas la première fois que l'on soulève telle préoccupation économique. Mais celle-ci l'est dans une procédure spéciale. C'est la flagrance. La réponse de la Cour à une question quelconque est une décision. Et contre cette décision, dans la mesure où ça ne plaît pas à une partie, il faut être normal qu'on fasse ça. On est en flagrance, on est tous ensemble, on présente toutes les préoccupations et la Cour fait quoi? Répond. Et dans la réponse, la Cour nous répondra. Et du fond, et du fond. Il semble, puisque ça a été dit, qu'il est constitutionnel de soulever. Est-ce que la Cour constitutionnelle est saisie? C'est la question de qu'il faut se poser. Ce pourquoi nous avons dit que ce n'est pas une décision. C'est une intention de soulever. Et chaque partie va avoir des prétentions de soulever par certaines exceptions, mais qui s'est formalisé et nous attendons la décision. Or, ici, c'est une déclaration. Et la Cour est appelée à se prononcer. Pour nous, c'est une décision unique que la Cour répondra à toutes les préoccupations, et celles soulevées, et celles à soulever. Après avoir suspendu l'audience pendant quelques minutes, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe rend sa décision sur le banc
et décide de surseoir la séance et en conséquence, à titre conservatoire, ordonne la mise en détention de tous les prévenus. Cette exception soulevée par la partie prévenue en rapport avec l'inconstitutionnalité, l'exception de constitutionnalité, la partie prévenue sollicite qu'il y ait sur séance dans la présente cause. La Cour va ordonner la surséance dans cette affaire et en conséquence, à titre conservatoire, va ordonner la mise en détention des prévenus. Après cette décision, les prévenus ont été acheminés à la MIGO en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce. Entre-temps, les avocats des prévenus promettent de solliciter aux jours à venir la liberté provisoire de leurs clients et surtout qu'ils sont jusque-là qu'en détention préventive. Affaire à suivre. Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien, suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'icône de notification pour ne rater aucune de nos publications. C'est avec cet élément que nous bouclons l'édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.